Dans un bureau, austère et poussiéreux, de la rue Vivienne, à 2 pas du Palais Royal, la comtesse Ferraud négocie âprement avec l'avoué maître d'Herville la rente qu'elle devra à son mari, retourné d'entre les morts. Car oui, le colonel Chabert a ressurgi. Celui qu'elle croyait enseveli sous les cadavres de la bataille d'Eylau, effacé des registres, se tient de nouveau devant elle. Terrible retour que celui d'un visage familier que l'on croyait disparu, mais qui revient réclamer sa place dans une histoire que tout le monde pensait achevée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame, Messieurs les secrétaires, Mesdames et Messieurs, ce n'est évidemment pas avec l'effroi de la comtesse Ferraud que l'association requérante a vu reparaître, devant la Cour administrative d'appel, le rapporteur public qui avait déjà conclu au rejet de sa requête devant le tribunal administratif. Mais il y a, dans ce retour, quelque chose du même trouble. Croyant rejouer le litige dans son intégralité, comme la comtesse a refait entièrement sa vie, elle pensait, en appel, tout recommencer. Mais voici, pourtant, qu'au seuil de cette seconde instance reparaît une voix familière, une voix qui, devant les premiers juges, avait tranché en sa défaveur. Les faits vous ont été rappelés, ils appellent de votre part une réponse à la question suivante. Le fait, pour un rapporteur public, d'avoir conclu dans une même affaire, d'abord devant le tribunal administratif, puis devant la cour administrative d'appel, entache-t-il l'arrêt d'irrégularité? Au-delà du seul malaise que ce retour peut faire naître chez les parties, il vous faudra lui faire franchir, ou non, le seuil de la régularité de la procédure dont vous êtes les gardiens. Car il est plus d'un pas qui sépare le soupçon de partialité de l'irrégularité. La figure composite du rapporteur public rend cette recherche plus délicate encore, magistrat sans être juge, membre de la juridiction sans être décisionnaire. Tout se joue alors dans une distinction que questionne la place singulière de cet acteur à l'instance, celle de l'influence qui déterminerait tout par avance, de celle qui se bornerait à éclairer, l'emprise sur le jugement d'abord, l'empreinte dans le débat ensuite. L'emprise sur le jugement. Une instance n'est pas un jeu de hasard. Elle n'est pas non plus une partie dont l'issue serait connue d'avance. C'est tout l'objet du principe d'impartialité appliqué aux magistrats. Mais lorsqu'une même voix se fait successivement entendre, en première instance et en appel, le risque affleure que l'avenir du litige semble déjà tracé. Tout est alors dans la mesure de l'emprise que cette voix détient sur le cours du jugement. Au nom de cette inquiétude, votre jurisprudence procède en 2 temps. Elle révèle les contours d'un préjugement irrégulier pour mesurer ensuite son influence sur le jugement à venir. Il s'agira alors de qualifier l'irrégularité d'une part, quantifier l'influence de l'autre. Qualifier l'irrégularité d'abord. Une première évidence doit nous arrêter, que nous enseigne Nietzsche dans sa généalogie de la morale. Il n'est point de vision sans perspective, de regard dépris de tout préjugé. L'impartialité parfaite est alors illusoire. L'exiger dans tout son absolu paralyserait la justice dans son ensemble. Pour cette raison simple, le défaut d'impartialité apparent d'un magistrat ne rend pas toujours irrégulière la décision à laquelle il prend part. Comme les 3 mois harcelant à l'avance le destin du litige, 3 critères combinés avec une intensité variable font franchir cette frontière. Le premier, la similarité des litiges au cours desquels un membre de la juridiction a pu prendre position. Elle est la mesure de la proximité entre ce qu'il a dit hier et ce qu'il doit décider aujourd'hui. Ici, que ce soit par la voie de l'évocation ou de l'effet dévolutif, l'appel mène d'une manière ou d'une autre à trancher les mêmes questions que celles résolues par les premiers juges, et donc peut-être à remettre en cause leur interprétation. Le deuxième tient à l'intensité du parti pris sur l'affaire qui révèle avec plus ou moins de vigueur la partialité du magistrat. Cette variable explique, de façon notable, qu'un rapporteur public qui a exprimé publiquement, conformément à son office, son avis sur une affaire, ne puisse en devenir le juge lorsqu'il y est fait tierce opposition. À l'inverse, dans cette configuration, pourtant, la composition de la formation de jugement peut demeurer inchangée.
Comme dans le mythe, la troisième moire tranche. C'est l'influence du magistrat, soupçonné de partialité dans l'édiction de la décision poursuivie. À ce titre, vous vous montrez plus vigilant à l'égard des magistrats délibérants qu'à celui du rapporteur public. Le renvoi après cassation l'illustre. Le même rapporteur public peut régulièrement conclure sur une affaire dont il a déjà eu à connaître avant cassation. La formation de jugement doit quant à elle être autrement composée. Mais le cas est ici différent, car c'est la première moire que l'on retrouve. L'appel se distingue du renvoi après cassation, dans lequel la juridiction saisie à nouveau du même litige reprend l'examen juridictionnel ab initio, sans ne plus avoir à questionner ses propres erreurs. Ainsi ordonné, votre contrôle conduit à situer la présente affaire à un point critique de votre jurisprudence. Les deux premiers critères paraissent en effet réunis avec une particulière intensité. Les questions en litige sont identiques en appel. Le rapporteur public y a répondu publiquement, révélant une opinion manifeste. La solution ne peut dès lors être trouvée que dans le troisième critère, celui de l'influence exercée sur la décision juridictionnelle où réside l'irrégularité. Il vous faudra longer alors un autre chemin, la ligne de partage que vous avez tracée entre la parole du rapporteur public et l'acte de juger, quantifier l'influence. Dans la difficulté d'intégrer la figure unique du rapporteur public aux catégories classiques du procès, une frontière nette se distingue, la porte du délibéré. Ce serait une faute de ne pas agir suivant ton jugement. Tels sont les mots de Virgile qui, ayant éclairé les embâches du chemin de Dante à travers l'enfer et le purgatoire, s'efface. Aux portes du paradis, le guide invite le poète à ne plus attendre ni sa voix, ni son signe. Au seuil du délibéré, les juges se rendraient tout aussi fautifs de ne pas agir suivant leur propre jugement, attendant encore la voix ou le signe de celui qu'ils viennent d'entendre. C'est au prix de cette absence au délibéré qu'a pu être dissipé aux yeux des justiciables le voile des apparences. À forcer volontairement le trait qui le sépare du juge, la doctrine commentant l'arrêt Cresse contre France a pu voir dans sa fonction une sorte de parti sui generis représentant de la loi à la manière d'un ministère public. Une telle analogie est guidée par un autre indice que sa seule absence au délibéré. Ces conclusions relèvent en effet d'un contradictoire aménagé, resserré sur leur sens, certes, mais garanti à peine d'irrégularité. Cette garantie dit beaucoup de la nature de son office. Sa parole, appelant une réponse, compte, mais il n'est pas non plus juge de l'affaire, puisque ses conclusions demeurent offertes à la discussion et tenues à distance du délibéré. Sans même franchir le pas qui sépare le rapporteur public des parties au litige, et alors que le contradictoire est un contrepoids à la partialité, les singularités de son office commandent de placer très haut le seuil de l'irrégularité résultant de son préjugement. L'impartialité objective n'est pas atteinte par la seule expression d'une opinion juridique sur l'affaire, extérieure au délibéré, offerte à la contradiction des parties. Elle participe au débat plus qu'au jugement. Vous vous garderez aussi de céder au danger d'un raisonnement inductif que pourraient vous suggérer les demandeurs au pourvoi. Le fait que ces conclusions soient souvent suivies ne doit pas vous duper. Rien n'est joué aux portes du délibéré. Corrélation au lieu de causalité, cette concordance n'est pas le fruit d'une emprise de son action sur la formation de jugement, mais davantage celui de sa capacité à saisir le droit positif et à en anticiper parfois les inflexions. Cette capacité fait la marque de son empreinte dans le débat. Héritier de l'empirisme britannique, John Stuart Mill enseigne dans son système de logique que pour mesurer une cause, il faut tout autant observer sa présence qu'étudier ce que son retrait fait perdre. L'empreinte véritable du rapporteur public dans le procès administratif, que sa fonction insaisissable rend évanescente, se prête à cette double épreuve. Présente, sa parole révèle la valeur de son expertise offerte au débat. Absente, elle en dessine silencieusement le relief. Le regard utile d'abord, la parole manquée ensuite. Le regard utile d'abord. Premier temps de l'expérience,
Le principe d'impartialité étant sans secours ici pour ériger l'opinion du rapporteur public exprimée en première instance en préjugement irrégulier, il vous faudra déplacer l'analyse vers la juste mesure de son utilité dans le débat juridictionnel. La chimère qui nous occupe peut emprunter davantage du juriste sapiteur. Le professeur Chaput ose cette analogie, voyant dans sa fonction celle d'une opinion personnelle de jurisconsulte. Étrange fonction, peut-être, nous dit-il, qui pourrait rejoindre celle d'un amicus curiae très versé au droit. Un tel présupposé n'est pas sans emport. En vertu des principes généraux applicables devant les juridictions administratives, et non du principe d'impartialité qui s'applique aux magistrats, les personnes qui ont exprimé une opinion sur une affaire ne peuvent pas être experts dans un litige contentieux la concernant. Vous l'avez affirmé en formation de section, réaffirmé plus tard dans les rares cas où était en question, à hauteur de cassation, l'application d'un tel principe. C'est que l'expert, sans jouir d'un quelconque pouvoir de décision qui l'astreindrait à une stricte impartialité, vient éclairer les débats d'une perspective nouvelle autant qu'elle est précieuse. Tel est a fortiori le cas du rapporteur public, dont la marque dans les débats est essentielle par sa seule fonction. Membre à part entière de la juridiction, il participe à ces séances d'instruction et arrête une solution qu'il présente publiquement en toute indépendance. On ne peut soupçonner cette participation active de déterminer l'issue du litige. Elle n'en imprime pas moins sa marque dans l'instruction. L'application au rapporteur public d'un standard au moins aussi exigeant que celui de l'expert invite ainsi à examiner la régularité de l'arrêt au-delà du seul principe d'impartialité. Mais plus qu'un éclairage, cette expertise est encore davantage une garantie essentielle du contentieux administratif. Son absence en révèle alors toute la valeur, celle d'une parole manquée. La parole manquée, c'est ce second temps de l'expérience. La configuration rare de l'instance au cours de cette affaire désigne un grand absent, le rapporteur public différent à hauteur d'appel. La difficulté procède alors moins du retour d'une parole entendue que de l'absence d'une parole nouvelle. À cette aune, le litige qui vous saisit questionne moins le principe d'impartialité que l'économie générale de la procédure. Architecte du procès administratif, le Conseil d'État sait qu'un édifice bien ordonné ne souffre pas qu'on en retranche une partie pour que s'y substitue une autre déjà positionnée. La figure parfois incomprise du rapporteur public, éprouvée par la jurisprudence européenne, n'a su maintenir sa singularité dans l'histoire qu'autant qu'elle offre, ainsi que le relève la Cour européenne des droits de l'homme, des garanties accrues aux parties, permettent aux avocats d'exercer au mieux leur mission, peut favoriser les revirements de jurisprudence qu'ils appellent de leurs vœux et contribue ainsi à la qualité de la justice administrative. Aussi vrai qu'il est autant de conclusions que de regards portés sur le litige, fermés au stade de l'appel, non pas la porte du délibéré, elle l'est déjà, mais la porte de l'instance elle-même à un nouveau rapporteur public. C'est priver la juridiction d'un éclairage et les parties d'une garantie. À la question de savoir si la justice est mieux rendue lorsque deux rapporteurs publics, plutôt qu'un seul, ont eu à passer les faits et le droit au crible de leur conscience, vous répondrez oui. Le coût de cette réponse est bien faible. Tant est rare la configuration exceptionnelle qui nous réunit, elle n'en est pas moins la marque d'une justice qui veille, à chaque degré de juridiction, à préserver le rôle de chacun de ses acteurs. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame, Messieurs les secrétaires, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas sans ironie que la première rencontre entre le colonel Chabert et la comtesse Ferraud eut lieu au Palais Royal, tout près de l'étude de Maître d'Herville, où, revenant d'entre les morts, il ressurgit auprès de son épouse. Lorsqu'il prive l'instance d'un nouveau regard, le Palais Royal devient, comme chez Balzac, le lieu d'heureuses rencontres, mais de tristes retrouvailles. Vous annulerez.